si nombreux ce jeudi matin pour la conférence de presse de l'ouverture de l'exposition Stalker expérimenter la zone. Au nom de toute l'équipe de la Maison d'Ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Comme d'habitude, on va commencer par une partie officielle où chaque personne impliquée dans le projet vous parlera de ce qui a été fait, puis on fera un tour dans l'exposition, pour ceux qui ont un peu de temps, afin que vous puissiez voir concrètement ce qui vous aurait été dit pendant quelques minutes. Je vais commencer peut-être par rappeler l'origine ou la genèse de ce projet-là. Il y a 2 ans, Eugène, sur ma gauche, c'est Alexandra Kaourova, sur ma droite, sont passés me voir avec un projet d'une exposition sur Stalker. Puis on a commencé à réfléchir ensemble, discuter. J'avais envie de faire cette exposition parce que d'une part j'adorais le livre et d'autre part j'adorais le film, et je crois que cette adoration était partagée. Quelques mois plus tard, Eugène et Alexandra sont repassés vers moi avec un projet où ils avaient rencontré Rachid Safiline sur ma gauche. J'ai tout de suite dit ok, on lance ce projet, et c'est comme ça qu'on a décidé de faire cette exposition sur Stalker. Puis, par rapport à ça, au vu du nouveau dispositif muséographique de la Maison d'Ailleurs, l'idée était de pouvoir encadrer l'exposition avec une thématique plus large dans laquelle on pouvait, ou avec laquelle on pouvait faire entrer en résonance le film et le roman Stalker. Et c'est pour ça que l'exposition a été décidée autour du post-apocalyptique. Elle culmine en fait avec le travail de Rachid et le travail conceptuel des commissaires d'exposition dans le 2e étage du musée. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce nouveau dispositif, la Maison d'Ailleurs est donc structurée en 3 espaces. Vous avez un espace qui sont les 2 premiers étages du bâtiment de l'autre côté de la passerelle, qui s'appelle Souvenir du futur, puis un espace temporaire qui est de 2 étages aussi, dédié aux expositions itinérantes, qui changent, et puis l'espace Julian dans lequel vous vous trouvez, qui lui est dédié aux origines de la science-fiction. Vous avez les origines de la thématique du post-apocalyptique qui est dans la salle où vous vous trouvez. C'est pour ça que derrière moi vous avez un affichetron de Pulp Magazine des années 30 à 50 qui représente des mutants, puisqu'évidemment un des effets des zones contaminées, irradiées, c'est la mutation. Puis de l'autre côté du musée, vous avez l'origine du post-apocalyptique au XXe siècle, comment le mouvement a évolué. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le post-apocalyptique n'est pas né après Hiroshima, mais existe depuis, en tout cas à la fin du XIXe siècle, et c'est ce qui est retracé dans les différentes salles de du bâtiment de l'autre côté. Puis après, on arrive dans l'espace dédié à l'exposition temporaire, Stalker expérimenter la zone, où finalement le visiteur est déjà, on va dire, imprégné d'images, de perspectives, de points de vue sur la thématique du post-apocalyptique, et donc peut commencer à dialoguer autrement avec l'exposition de l'artiste exposé. Vous verrez ça tout à l'heure lorsqu'on traversera les étages. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est peut-être mettre le point sur quelques nouveautés de cette exposition. D'une part, vous verrez des QR codes dans le musée, 2 types de QR codes, des QR codes verts et des QR codes noirs. Les QR codes verts existaient déjà, ce n'est qu'ils n'étaient pas verts. C'est une visite interactive qu'on fait pour les familles. Donc les familles qui viennent au musée peuvent gratuitement, avec leur entrée évidemment, peuvent gratuitement suivre un parcours interactif. Les enfants ont des iPads. Ces iPads, une fois qu'ils scannent les QR codes, leur permettent de pouvoir avoir des questions qui leur sont posées. Ces questions, plutôt l'aboutissement de cette chasse au trésor, leur offre un petit cadeau. On avait imaginé ça d'une part pour permettre aux familles d'expérimenter le musée un peu autrement. On sait souvent que les enfants s'embêtent dans les musées. Et là, finalement, on voit les enfants aller regarder tous les documents pour chercher les indices. Ils passent des fois plus de temps à regarder les documents que les adultes. Et puis les parents sont là pour les soutenir, pour disons, collecter les réponses. Et puis donc, il y a un vrai échange qui se noue autour de l'exposition. Puis on a lancé cette fois-ci une nouveauté qui est des QR codes noirs que vous verrez sur les cartels, donc les murs qui encadrent les objets. Ces QR codes noirs sont des visites audio qu'on offre aussi gratuitement aux gens, puisque 80% de la population suisse possède un smartphone, voire un abonnement illimité à la 4G ou à la 3G. Alors l'idée, c'est qu'on peut, avec ces QR codes, avoir une information complémentaire sur l'objet mentionné. Vous le verrez dans le musée. D'autre part, on a lancé une collection, et je remercie à QSF, l'éditeur de cette collection, d'être parmi nous aujourd'hui. Cette collection qui est présentée devant vous, que vous avez dans vos petits sacs, est une collection qui s'appelle les collections de la Maison d'Ailleurs, qui va sortir à chaque exposition, c'est-à-dire à chaque nouvelle exposition, 2 fois par année. On va publier un de ces petits livrets qui coûte 9 francs, qui fait une centaine de pages, et qui est structuré de la manière suivante. Vous avez 4 essais liés à la thématique, hein. Donc ici c'est le post-apocalyptique,
Il y a 4 essais qui ont été écrits, le dernier étant toujours lié à l'exposition temporaire, avec aussi des images qui permettent de pouvoir valoriser notre fond, l'étendre aussi, que les gens se rendent compte de la richesse et de la diversité de notre fond. Et puis l'idée c'est d'avoir des essais qui sont très spécifiques, qui sont singuliers, et qui permettent aussi de mieux comprendre ce que c'est que cette esthétique-là, donc celle de la science-fiction, tâche que l'on fait depuis pas mal de temps maintenant, où on essaie de faire passer le message, ou plutôt de transformer un peu quelques stéréotypes résistants, en essayant d'ouvrir les perspectives. La science-fiction n'est pas réductible au blockbuster hollywoodien. On a aussi la chance d'avoir un partenariat avec les caves de Bonvillars, c'est pour ça que sur ma droite vous avez 2 bouteilles. Ces 2 bouteilles-là, et vous comprendrez qu'on ne les a pas mis dans vos sacs, ces 2 bouteilles-là ont fait une étiquette spécifique, qui sont en fait 2 tableaux qui ont été réalisés par Rachid Safiuline. Ici aussi, à chaque exposition, on va avoir des bouteilles. C'est aussi une manière de pouvoir mettre en avant, d'une part, le travail qu'on fait ici, ou les artistes qu'on expose, mais aussi de pouvoir faire voir la Maison d'Ailleurs dans d'autres types de perspectives-là. Je vous laisserai regarder les bouteilles si vous le souhaitez. Je ne vais pas aller plus loin. Je serai évidemment à votre disposition tout à l'heure pour des questions lors de la visite. Je vais céder la parole à Raphaël Kuber, chef de service du service de la culture d'hiver dans les Bains. Et je vous remercie en tout cas une fois de plus d'être venus si nombreux aujourd'hui. Voilà, merci Marc. Bienvenue à toutes et à tous à Hiver dans les Bains. Je vous remercie la Maison d'Ailleurs pour cette invitation à la conférence de presse. J'aimerais vous transmettre les salutations de la municipalité d'Hiver dans les Bains et que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous parler longuement. Je ne vais pas vous parler longuement de l'exposition Stalker. Je laisserai les spécialistes le faire mieux que moi dans quelques instants. J'aimerais par contre apporter un message du service de la culture qui se réjouit d'une part d'être le partenaire au quotidien de la Maison d'Ailleurs, mais qui se réjouit de découvrir cette nouvelle exposition qui, sans avoir été dévoilée, laisse imaginer une approche thématique à nouveau complexe, avec des nombreux éclairages possibles qui devraient à nouveau, et c'est la marque de fabrique de la Maison d'Ailleurs, j'y reviendrai après en quelques mots, plonger le public dans une expérimentation. On parle d'expérimenter la zone dans le sous-titre, et je trouve que cette exposition convient très bien, d'une part, à un élan et à une thématique, à une tonalité culturelle de la Maison d'Ailleurs, mais une tonalité culturelle plus large qu'on a envie d'avoir aujourd'hui dans les centres culturels. C'est expérimenter plus que consommer. Alors, c'est au quotidien... je disais la mission de la Maison d'Ailleurs, expérimenter la zone, je trouve, et c'est aussi un message fort donné au public pour passer de plus en plus, pour appréhender de plus en plus ces expositions de manière active. Et là, la Maison d'Ailleurs a fait, je trouve, ces dernières années, des efforts et des avancées historiques, extraordinaires. Au-delà de la simple vie du musée, je dirais que c'est une dynamique qui concrétise les nouveaux enjeux des musées aujourd'hui et des centres culturels. Moi, j'en suis particulièrement ravi. Ici, j'ai été impressionné, alors je pense qu'il faut passer un petit moment là-dessus, j'ai été impressionné moi, au cours de ces dernières expositions par l'énergie, l'immense énergie développée par l'équipe de la Maison d'Ailleurs pour développer de nouveaux projets susceptibles justement de renforcer l'accessibilité au musée et aux thématiques de ces expositions. Parfois difficile d'accès du premier abord. La Maison d'Ailleurs est de plus en plus présente sur de nombreux fronts ouverts, avec des projets concrets, convaincants, pour s'approcher davantage des publics. Et notamment, concrètement, il y a, je dirais, 3 aspects qui sont marquants. C'est une communication, on en parlait tout à l'heure avec Marc, qui est extrêmement efficace, qui est de plus en plus importante et qui révèle la Maison d'Ailleurs et son action bien au-delà des frontières de la région. La Maison d'Ailleurs est omniprésente, que ce soit pour parler de ses nombreuses activités, de ses nombreux partenariats, ou simplement pour commenter des fois l'actualité sous un éclairage de l'imaginaire, de l'utopie ou de la science-fiction. Mais aussi, on parlait tout à l'heure, Marc parlait de cette dimension interactive avec les QR codes. Il y a une grande avancée pour moi dans ces visites interactives pour les enfants et pour les familles. J'ai eu la chance de les expérimenter avec mes enfants, ça
ça fonctionne très bien pour l'adulte, ça fonctionne très bien pour l'enfant. Et c'est non seulement l'occasion de découvrir l'exposition permanente, l'exposition temporaire, mais c'est aussi un échange, en tout cas qui s'est produit chez moi, je souhaite que ça se passe comme ça chez les autres, j'en doute pas, entre le parent et l'enfant, et une vraie discussion à l'intérieur de la famille, mais sur une thématique culturelle. Et je trouve que c'est une façon, enfin c'est une façon, c'est ça le musée aujourd'hui. C'est extraordinaire de pouvoir vivre cette expérience qui dépasse la mission de transmission du savoir ou d'exposition d'une œuvre. On est dans une interactivité concrète, dynamique, et qui donne envie de revenir, de revivre cette expérience et qui nourrit une soif de découverte, d'exploration. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est les nombreuses collaborations de la Maison d'Ailleurs qui se multiplient avec les milieux artistiques, avec les milieux académiques, la formation, la recherche, mais aussi les milieux économiques. On le voit avec Bonvillard, il y a des autres exemples chaque jour qui viennent compléter cette recherche de créer des ponts entre la Maison d'Ailleurs, entre la ville et la région, et l'étranger. L'exposition qu'on a ici aujourd'hui, et on est encore une fois un bon exemple, où on a de nombreux partenaires, et notamment des artistes, un artiste, des scénographes, des gens qui viennent de l'extérieur nourrir et se nourrir, nourrir ce lieu et se nourrir de ce lieu. Et on s'en réjouit. Alors, la Maison d'Ailleurs est une structure culturelle que nous, on qualifie au service de la culture d'extrêmement dynamique, d'active, voire d'hyperactive. On s'inquiète un peu des fois, et en fait, force est de constater que cette énergie est canalisée, cette énergie est extrêmement constructive. Il y a une excellente vitalité, une ambition, une créativité, une ouverture d'esprit, un rayonnement aussi d'institutions, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont autant de vitamines et de couleurs dans le paysage culturel yverdonois et roman. Cet élan fort, il est perceptible et il est contagieux. Il contribue largement au renforcement d'une émulation, d'une belle émulation aujourd'hui dans la vie culturelle de la ville, entre les acteurs culturels. Et il contribue largement au renforcement d'un rayonnement positif, d'une manière générale, de notre ville et de notre région. Je tiens ici, pour terminer, à adresser mes félicitations à Marc et à toute son équipe, et à réaffirmer la reconnaissance et le soutien de la ville à la Maison d'Ailleurs. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je vais céder la parole maintenant à Catherine Hirsch, directrice de la HEGVD. Vous l'avez sûrement vu sur les flyers, la HEGVD nous fait l'honneur d'être les coproducteurs de l'exposition. On était allé là-bas pour les voir, les rencontrer, travailler avec cette école si proche, puisque comme l'a rappelé Raphaël, la Maison d'Ailleurs est à Yverdon-les-Bains et il est important qu'elle puisse aussi collaborer avec Yverdon-les-Bains et sa région. Et puis j'ai été accueilli les bras ouverts et ça s'est passé génialement bien. Alors je tiens déjà à vous remercier et puis je vous cède la parole. Qui ont une orientation métier forte et qui ont une posture responsable. Et puis par rapport au tissu économique, industriel, qui est traditionnellement le bassin de recrutement de nos partenaires externes, c'est d'être promoteur d'innovation, de faire du transfert de technologie pour accompagner ces entreprises et ces industries. Donc on est acteur permanent de l'innovation dans nos laboratoires, dans nos instituts, et on a comme projet de former des étudiants, des diplômés, avec une posture réflexive, avec une posture professionnelle responsable. Ça veut donc dire de s'interroger sur ce qu'on fait, ça veut donc dire d'être en interaction avec des partenaires externes qui ont des besoins techniques, qui ont des besoins de technologie. Et voilà comment démarre la relation, et c'est ce que rappelait Marc Atala tout à l'heure. Et pour nous, ça nous a semblé non seulement normal, mais une formidable opportunité de faire monter à bord de cette expérience des professeurs, des collaborateurs scientifiques et des étudiants, qui bien sûr ont dans un premier temps répondu à des besoins techniques conventionnels, ceux de l'animation d'un certain nombre de salles que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, mais en même temps de le faire dans une perspective qui est une perspective qui nourrit notre réflexion.
Quand on est engagé dans l'innovation, une innovation de rupture, celle qui pense des choses qui ne sont pas d'ores et déjà entre les mains des collaborateurs des entreprises ou de l'usager, monsieur et madame tout le monde. Quand on forme des étudiants qui imaginent les solutions technologiques, économiques, quand ils se préparent à se confronter aux défis de notre société, contribuer à résoudre des problèmes de société importants, on ne peut pas les laisser sans s'interpeller sur les finalités de ce qu'ils font. Quand on est en présence d'une équipe, comme celle de Marc Atala et de ceux qui ont accompagné le montage de cette exposition, et qui ont dialogué avec les professeurs et les étudiants, qui les ont amenés à se poser des questions. Une des questions de l'œuvre cinématographique tourne autour du bonheur. Quelle finalité dans ce qu'on fait comme diplômé ingénieur quand on est en train de préparer des solutions techniques qui ont un impact fort sur l'humain, qui changent notre manière de travailler, qui changent notre manière de communiquer. Toutes les questions d'expérimentation et d'interaction sont au cœur de ce qu'on fait dans les travaux de nos étudiants et de nos professeurs, et on avait une merveilleuse opportunité là de les mettre en perspective, d'y donner une dimension éthique, également artistique. Le résultat, c'est qu'on a deux équipes, principalement de professeurs, autour de Daniel Rapeau et de Andrés Pérez-Uribe, qui ont travaillé pendant de nombreux mois avec des collaborateurs scientifiques et des étudiants. Ça fait l'objet de 2 cours, et ils sont arrivés à proposer une possibilité, comme c'était rappelé tout à l'heure, de permettre aux visiteurs d'être dans une immersion importante, d'interagir, d'aller expérimenter quelque chose de la zone. Vous avez ici parmi nous Davide Valdarnini, qui est un de nos collaborateurs, qui a également participé au développement de certains aspects de cette exposition. Le résultat des courses pour tous ceux qui ont été impliqués dans la HEIGVD, c'est de dire que c'était un moment de pur bonheur, avec des grandes angoisses, en se demandant si ça va marcher, mais un moment de pur bonheur avec ce dont sont friands aussi les ingénieurs et les économistes, une dimension liée à l'esthétique et à la profondeur. Donc, un immense merci à l'équipe de nous avoir associés et fait monter à bord de cette très belle expérience. Merci. Voilà, Catherine Hirsch parlait de tous ces dialogues, de tous ces échanges, puisque c'est vrai qu'on a passé 2 ans depuis que j'ai rencontré Eugène Alexandra, un petit peu moins depuis que j'ai rencontré Madame Hirsch sur ce projet-là. Je ne peux pas vous dire le nombre de mails échangés, le nombre d'heures passées à discuter, c'est quelque chose qu'on doit ressentir dans une exposition, mais d'une certaine manière. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de pouvoir découvrir un projet qui a avancé, qui a grandi. Et puis ce projet-là, c'est le projet que vous allez voir tout à l'heure dans l'exposition Stalker Expérimenter la zone. Et donc, ce projet, on le doit à Eugène et Alexandra. Je leur cède la parole pour qu'ils puissent vous présenter leur projet avant de passer la parole à Rachid. Alors, je voudrais vous rappeler que notre exposition est consacrée au film d'Andrei Tarkovsky, qui a été tourné en 1979 en Russie. Ce film est devenu un chef-d'œuvre du cinéma mondial. Et ce n'est pas un hasard. Sa problématique touche les gens bien au-delà des frontières. Vous avez peut-être aperçu à l'entrée du musée 3 silhouettes. Ce sont les 3 personnages principaux du film: le stalker, l'écrivain et le professeur. L'écrivain et le professeur incarnent la science et la fiction qui entrent dans la zone pleine de dangers invisibles. Et dans cette zone, il y a une chambre de désir où, paraît-il, les désirs humains s'accomplissent. Alors, aujourd'hui, notre plus grand désir
avec Eugène s'accomplit. Nous assistons à l'inauguration de notre exposition que nous avons préparée pendant 2 ans avec Marc Atala, toute l'équipe de la Maison d'Ailleurs, ainsi que les ingénieurs de la Haute École d'ingénieurs de Verdon. Et bien sûr, la personne centrale de ce processus, de cette grande aventure, c'est Rachid Safioulin, qui est à ma droite, l'artiste, décorateur, qui a travaillé avec Andrei Tarkovsky sur le plateau du tournage, qui a créé les décors originaux du film. Et c'est lui qui a permis de réaliser nos idées, qui étaient au début peut-être un peu floues. C'est lui qui a trouvé la forme de la chambre de désir. Pendant 2 ans, nous avons discuté par email, par Skype. Il faut dire que Rachid Safioulin, c'est quelqu'un qui se souvient bien de détails du tournage de ce film. C'est une mémoire vivante et c'est un témoin très précieux pour nous, en sa qualité d'homme qui a accompagné le grand cinéaste. Alors, vous allez pouvoir pénétrer dans la zone, expérimenter ces différents phénomènes et peut-être vous interroger sur la nature de vos désirs. Qu'est-ce que c'est que la zone? Tarkovsky disait, il ne faut pas chercher beaucoup de métaphores. C'est notre vie de tous les jours, plein d'imprévus. On ne sait pas de quoi sera fait notre journée de demain, d'après-demain. Et c'est très important de vraiment s'interroger. Qu'est-ce qu'on désire? Pour Eugène et moi, il était très important de faire véhiculer un message écologique, attirer l'attention aux zones qui ne relèvent pas de la fiction, mais les vraies zones qui existent dans notre monde. On connaît Tchernobyl, maintenant on parle de la Fukushima. Et ces zones-là nous rappellent que quand on surexploite les ressources naturelles, soi-disant pour notre bien-être commun, les catastrophes arrivent. Et c'était aussi, de mon point de vue, le message de Tarkovsky. Je vous invite à voir le film aussi. Je vous invite à le voir et le revoir, parce que Tarkovsky, il propose également de réfléchir sur notre rapport au monde extérieur. Et aujourd'hui, quand on voit toutes ces pubs qui nous imposent les désirs, qui nous invitent à acheter, qui nous promettent qu'on va devenir plus heureux si on utilise tel ou tel produit, c'est là où on peut peut-être se poser la question, mais moi, qu'est-ce que je désire, moi? Donc, le message profond du film de Tarkovsky coïncide avec le message de notre exposition, et nous avons proposé, sous la forme ludique, vous allez voir, aux visiteurs de dessiner ou écrire leur désir le plus secret dans la chambre de désir, et voir ce désir se transformer. Alors, je voudrais aussi préciser que cette exposition est unique en son genre, parce que Rachid Safioulin a travaillé sur de nombreux projets d'exposition consacrés à l'œuvre d'Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky a fait 7 films durant toute sa vie, 7 films. Mais c'est la première exposition qui parle du film Stalker. C'est important à retenir. Je voudrais aussi
encore une fois exprimer ma reconnaissance à la Maison d'ailleurs, son directeur Marc Attala qui a accueilli à notre idée, également à l'école, à la haute école d'ingénieurs du Verdon-les-Bains. Les ingénieurs ont conçu les installations interactives extraordinaires qui nous permettent de vivre les moments magiques de la zone. C'était un moment du bonheur de travailler avec vos professeurs, avec vos étudiants, parce qu'on a pu débattre justement différentes facettes du film de Tarkovsky, de l'idée originale. Et parfois, on a été amené à se poser des questions existentielles. Et c'est une exposition qui marie bien le progrès technique, les nouvelles technologies, mais aussi la poésie, mais aussi l'art. De ce point de vue, je trouve qu'il s'agit vraiment d'une synergie des différentes compétences et des savoir-faire. Ce que vous allez voir, c'est le fruit d'un effort collectif. Et je passe la parole à mon mari, l'écrivain roman Eugène. Ouais, je vais juste dire 2-3 mots, puis après on écoute Rachid Sassouline. Donc, notre exposition, elle se passe ici à Yverdon. On pourrait dire que c'est hors sol. Quel est le rapport, à part la science-fiction, entre la Suisse et Tarkovsky? Et il se trouve que Tarkovsky est venu en Suisse. Il a été président du jury à Locarno en 1972. Et il a rencontré à cette occasion Max Frisch, qui était très célèbre au IRSS dans les années 70. En tout cas, j'ai retrouvé une phrase de Tarkovsky qui parle de la Suisse. C'est le 25 août 1972. La Suisse est un pays incroyablement propre et soigné, fait pour les personnes fatiguées par l'agitation moderne. La Suisse ressemble beaucoup à un hôpital psychiatrique. Silence, gentillesse des infirmières, sourire, voilà. C'est ce que Tarkovsky dit de la Suisse. C'est super drôle, il a dit ça il y a environ 40 ans. Et bon voilà, c'est ce qu'on peut résumer, une façon de voir la Suisse si on y reste 2 semaines. Et si on est président de jury, c'est-à-dire très entouré et que tout se passe bien pour notre séjour. C'est une exposition post-apocalyptique. Alors évidemment, je n'arriverai pas à vous convaincre que c'est un sujet sérieux, vous peut-être, mais le public en général pense que c'est lié aux geeks. J'ai pris 2 exemples de post-apocalyptiques qui ne sont pas liés au monde des geeks. Par exemple, le dernier numéro du National Geographic qui parle des fins du monde possible en astronomie. Alors, c'est pas vraiment un journal de geek, National Geographic. Je pense qu'on peut voir autre chose qu'un sujet pour ados prépubères. Ou alors La route de Cormac McCarthy, un fabuleux roman sur un père et son fils, écrit quand l'écrivain avait 73 ans. Donc, c'est pas vraiment un ado qu'il a écrit. Et pourtant, c'est un roman qui parle de la fin du monde et comment on y vit après. C'est post-apocalyptique. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a une vraie profondeur dans ce film-là de Stalker qui parle d'une zone où il s'est passé quelque chose, on est après une catastrophe. Et c'est un film extrêmement philosophique, métaphysique, bien que ce soit un thème qui a l'air un peu léger. Le post-apocalyptique n'est toujours pas assez pris au sérieux. Bon, je souligne de nouveau le mariage heureux entre la science et l'art, entre la haute école d'ingénieurs et la maison d'ailleurs. Il y a 10 ans, vous vous souvenez peut-être, la Confédération avait lancé le programme Sciences et Cité, parce qu'ils avaient remarqué que les sciences étaient incomprises par le public. Ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait dans les laboratoires, pourquoi ça coûtait si cher, est-ce que c'était des savants fous. Et là, le mariage s'est fait de manière si simple et positive. Évidemment, on discute beaucoup, on essaie d'avancer dans notre projet. Mais on a réussi ce mariage-là. Souvent, c'est le mariage entre les sciences humaines et les musées, puis là, c'est entre les sciences dures et un musée. C'est vraiment à souligner. Parmi nous, nous avons un stalker. C'est Jean-Jacques Isling, le photographe, on a pris une série de ses photos. Bah, tu peux te lever, du coup, on voit que tu es. Voilà. C'est Jean-Jacques Isling, photographe genevois, depuis pas mal d'années, entre autres, un de ses sujet, c'est de traverser des villes. Traverser Prague, Rome et d'autres villes en prenant une photo par minute. Et en 2006, pour les 30 ans de Tchernobyl, Jean-Jacques Isling a traversé Pripyat, la ville abandonnée juste à côté de Tchernobyl, une authentique zone créée par l'homme.
il a traversé en 28 minutes, je crois, c'est ça? Donc il y a 28 photos, on en a mis une sélection entre les deux salles créées par Rachid Safioulin. Pour nous, c'est une manière de rappeler que les zones existent, elles ne sont pas ailleurs. Tchernobyl, c'est en Europe, on peut y aller en avion, c'est pas très loin d'ici. Bien que ça a l'air d'être lointain, dans notre tête, on éloigne les choses. À propos de Stalker, chaque visiteur qui viendra à l'expo, on a décidé de le transformer en vrai Stalker, c'est-à-dire qu'il va entrer avec un écrou, comme dans le film, avec ce fameux bout de ficelle. Dans le film, Stalker avance selon les lois du hasard dans la zone. Il n'ose pas aller tout droit parce que ce serait trop orgueilleux de sa part et la zone pourrait se venger. Donc il jette au hasard son écrou et il avance. Alors le visiteur pourra garder son écrou, vous-même on va vous en donner au début de votre promenade. Puis à la fin, il y a un puits dans lequel vous pourrez jeter votre écrou à la fin de votre parcours. Juste encore une chose, on passe la parole à Rachid. Je remercie vraiment toute l'équipe. On était, Alexandra et moi, fiers de faire partie de votre équipe, à toutes et à tous. C'était 2 ans de collaboration intense, 3 semaines de montage. Enfin, ils ne sont pas nombreux, mais quand ils se mettent au travail, c'est une armée. Voilà. Impressionnant. Donc, merci à tous, à Marc, mais vraiment à tout le monde, aux conservateurs. Ils savent tout faire, la maison d'ailleurs. Et maintenant, on donne la parole à Rachid Safioulin pour qu'il parle un peu de la Suisse, sa vision de l'expo. Merci beaucoup. Слово Рашиду Сафиуллину. C'est la parole Рашид Сафиуллин. Я имел счастье быть рядом с замечательным человеком. Вот и сейчас я нахожусь в удивительной компании. Андрей Тарковский. Только прорвался, да. Андрей Тарковский. Rachid Safioulin dit qu'il a été très heureux de pouvoir travailler avec une personnalité telle qu'Andrei Tarkovsky, avec un nom si grand. Et aujourd'hui, il est heureux d'être en notre compagnie aussi. Для меня это было редким случаем, редкой удачей, в общем, чудом. Я это воспринимаю как чудо. А вообще вся жизнь чудо. В данном случае это чудом является Андрей. Это великий, тогда мы не говорили этих слов, не принято было. Великий человек, в первую очередь, с которым хочется разговаривать. И вот его фильмы для меня это продолжение разговора, потому что в своих фильмах он размышляет, иногда противоречит сам себе, так как герой этого фильма. Pour Rachid, donc, une fois de plus, c'était une grande chance de travailler avec le cinéaste Andrei Tarkovsky. C'était un miracle, comme le film parle de miracle aussi. Et toute notre vie, c'est un miracle. Et il est content de pouvoir continuer à discuter, de pouvoir continuer à ce dialogue intérieur avec le grand maître à travers l'exposition ici présente. Я хочу сказать огромное спасибо Швейцарии, конкретно городу Ивердону, моим друзьям, Саше, Жену, самому главному человеку Марку, которые поверили, что разговор состоится при помощи вот таких инсталляций, фотографий, которые у нас были. И я надеюсь, что зритель услышит то, что мы хотели сказать. Rachid est très reconnaissant à tous ses collaborateurs,
la maison d'ailleurs, son directeur Marc Atala, nous les curateurs de l'exposition, et il espère que les visiteurs pourront capter notre message. Я не упомянул всех остальных, кто нам помогал. Я не всех помню по именам, но это замечательный музей, замечательный коллектив. Большое им спасибо. Il ne se souvient pas de toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, il ne se souvient pas de tous les noms, mais il est vraiment reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. Et il dit un grand merci. Voilà, si vous avez des questions, je crois que c'est le moment. Rachid Setioulin, On peut aussi imaginer que les questions se posent pendant la visite de l'expo, ce qui est peut-être plus simple puisqu'on voit les documents devant nous ou les œuvres de Rachid. C'est clair que j'aimerais remercier les gens aussi qui ont travaillé dans l'équipe du musée. J'arrête pas de le dire, mais je pense que je ne le dis pas assez encore, en tout cas de mon point de vue, qui, j'aime bien la métaphore utilisée par Eugène, je crois que nous, on expérimente un miracle à chaque fois, et je découvre des richesses insoupçonnées chez mes collaborateurs qui trouvent des idées je ne sais où. Il faut croire que c'est une zone permanente au musée, mais on y trouve des choses assez intéressantes. J'aimerais remercier bien Rachid, Alexandra, Eugène, Chingis aussi, le fils de Rachid, qui l'a aidé en fait à monter l'exposition que vous verrez. Ça fait 2 semaines et demie qu'il travaille jour après jour. Hein, le week-end est quelque chose qui n'existe pas. Et donc ça fait 2 semaines et demie qu'on travaille jour après jour. Et aujourd'hui, on est, en tout cas de mon point de vue, on a fait quelque chose qui était incroyable par rapport au temps, par rapport aussi aux ressources. Et puis depuis qu'on est parti à Moscou, quelques-uns de l'équipe, soit pour rencontrer Rachid, soit pour monter une exposition qui a lieu là-bas, qui a eu lieu là-bas cet été, on a pris un peu le rythme russe, donc on travaille très différemment et de manière beaucoup plus efficace, je crois. Je vous incite d'ailleurs tous à aller en Russie, on apprend plein de choses. J'aimerais juste vous signaler, avant de clore cette conférence de presse, que, comme vous le savez, la Maison d'ailleurs participe aussi à une exposition au comptoir suisse qui ouvre ses portes demain. Un secteur complet du comptoir qui s'appelle Divertissima nous a été gentiment accordé. C'est pour ça que je devrais vous quitter vers 1h30 puisque j'ai ma 2e conférence de presse de la journée, voilà une première aussi. Où on a à la fois Genèse, donc l'exposition qui était présentée jusqu'au 25 août qui est là-bas, plus 3 modules mini Playtime qui reprennent des œuvres de l'exposition Playtime de l'année passée sur les jeux vidéo, plus une sorte de capsule spatio-temporelle étonnante créée par Arturo Castro qui doit être quelque part, mais je ne sais plus où, et son ami. Donc c'est peut-être aussi ça qui est historique aujourd'hui à cette conférence de presse, c'est qu'on ouvre 2 expos, le 13 et le 14, et on a fait donc 2 montages en parallèle avec les 5 permanents de la Maison d'ailleurs qui sont un peu des super-héros comme ça. Je vous propose qu'on se dirige tous, on sort par la porte ici, et puis on va parcourir les espaces du musée. J'irai assez vite dans les étages du bas pour laisser un peu de temps à Rachid de vous expliquer comment il a travaillé. Et j'aimerais vous remercier tous d'être venus. Allons-y.